vous exposer d'abord ce que j'entends par philosophie, philosophie appliquée, pourquoi la philosophie ici avec vous, et puis on va rentrer dans le vif du sujet que j'ai appelé le management complice, qui est une autre approche des relations humaines visant l'efficacité par plus d'humanité, d'où la notion de complicité. D'abord, la philosophie appliquée. On est tous philosophes. À partir du moment où on fait trois choses, où on est capable de s'autocritiquer. La philosophie, c'est la capacité autocritique. Et une civilisation est philosophique si elle arrive à s'autocritiquer, ce qui n'est pas le cas de toutes les civilisations. Les philosophes, normalement dans une grande tradition, sont ceux qui sont critiques. Ceux qui permettent de remettre en cause des préjugés, des structures, des mythes, et qui essayent d'aller plus loin dans le questionnement, parce que du questionnement peuvent naître les idées nouvelles, peuvent naître les possibilités d'essor, peuvent naître aussi plus de justice et de liberté. Et donc, le premier point pour savoir si on est philosophe dans sa pratique, y compris une pratique très professionnelle, c'est cette capacité d'autocritique. Autant vous dire que j'y accorde vraiment la place prééminente. L'autocritique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de douter. Et le doute, il est vrai dans les organisations à forte technicité, là où il faut délivrer, là où il faut être vraiment dans des secteurs compétitifs. C'est vrai que le doute, on a l'impression que ça va nous freiner, que ça va restreindre notre audace, ça va restreindre l'ambition collective. On a l'impression qu'en enlevant le doute, on gagne en motivation d'équipe, on gagne en, je dirais, ardeur pour dépasser le score. C'est totalement faux. Même le boxeur sur le ring, s'il veut être performant, il doit douter à chaque instant et être dans la grande décontraction de lui-même. Les grands leaders de l'histoire sont ceux qui ont pu prendre en charge le doute de leurs concitoyens, le doute de leur armée, le prendre en compte ce doute, en faire quelque chose d'intéressant, en faire quelque chose qui va augmenter le sens et la signification profonde de nos actes. Il y a des moments dans la vie où on est obligé d'être philosophe pour cette partie-là. C'est bien dommage que de réserver l'autocritique à certains moments de crise dans notre existence, alors que diluer de façon homéopathique un peu d'autocritique tout le temps simplifierait tant les choses, éviterait tant de conflits. L'autocritique, vous savez bien ce que ça nécessite. Ça nécessite d'être dans un ego qui est accueillant et pas arrogant. On ne peut même plus parler d'un ego. D'être dans un jeu, j'ai envie de mettre J-E entre parenthèses U, quelque chose qui est vivant, qui est fluide, qui se mélange avec l'autre. Ce n'est pas d'une coopération, je dirais, hygiénique dont je vous parle, d'une coopération qui passerait par des technologies, des écrans, où on collabore en s'envoyant des mails, ou en faisant des to-do list. Je vous parle d'une coopération qui débouche forcément sur une complicité. Je ne dis pas amitié, c'est un grand mot aujourd'hui en entreprise. Dans 10 ans, on parlera d'amitié en entreprise, parce que ça crée de l'amitié. Et que vous vouliez ou non, partager des émotions, des buts communs et des victoires communes, ça crée de l'amitié. Mais le mot est encore tabou, c'est amusant. Donc l'autocritique permanente, mais une autocritique constructive. L'autocritique, c'est une autocritique sur son complexe émotionnel. Je fais quoi de mes émotions? Si j'ai décidé que les émotions étaient un ennemi à abattre pour être efficace, j'ai rien compris. Et dans tous mes ambitieux, analysés, 800 portraits, ils ont tous eu une arme magique pour réussir leur prodige. L'émotion. Ils n'ont rien fait de grand sans émotion. Et c'était même des individus qui faisaient des parties d'échecs avec leur propre machine émotionnelle. Ils se connaissaient tellement bien en ayant pratiqué l'autocritique qu'ils savaient ce qui allait les engager, qu'ils savaient ce qui allait les freiner, qu'ils savaient ce qui allait les faire douter, qu'ils savaient ce qui allait entraîner l'autre dans la danse. Et peut-être que le fait de travailler ensemble et de coopérer permettrait de travailler cette compréhension de soi-même, au nom de quoi on ne pourrait pas mieux se connaître dans le fait même de coopérer avec l'autre. C'est une richesse inouïe, il n'est pas sûr qu'on ait cette richesse en restant dans notre famille, dans notre communauté, dans le entre-soi, entre nous. Au contraire, cette ouverture que permet l'entreprise permettrait, parce qu'elle confronte des talents différents, des psychologies différentes, permettrait d'exercer cette compréhension de soi qui est le fondement de l'autocritique et de la philosophie. Connais-toi toi-même. Mais si, connais-toi toi-même, c'est ce que disait Socrate, et c'était l'oracle de Delphes, il s'était écrit au fronton du temple de Delphes, c'est que c'est dur, parce que sinon on ne le met pas dans la pierre, connais-toi toi-même, si c'est facile. C'est super dur, il faut toute une vie. Il faut travailler, œuvrer, transpirer, aimer, haïr. Il faut connaître ses émotions, comprendre ses émotions. Et chaque soir, se poser presque la question,
sérieusement, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même dans cette journée? Qu'est-ce que cette journée m'a révélé des choses que je ne voulais pas savoir, des vérités que j'aurais préféré taire? Comment j'avance sur le parcours de ma compréhension de moi-même? On peut le faire en entreprise. Je crois que le travailler ensemble a toujours un lien sur le travailler sur soi et à travers les autres. Deuxième chose pour être philosophe, parce que l'autocritique n'est pas suffisante. Évidemment, la création et la fertilité. La philosophie ne se contente pas de connaître, de creuser, de critiquer, elle produit du nouveau. Et les grands philosophes, les grands penseurs, les grands savants, les grands entrepreneurs ont toujours été ceux qui ont proposé du neuf face aux impasses. Et donc si on associe l'autocritique et la fertilité, nous sommes dans un doute fécond. Là, on approche d'une vraie définition de la philosophie. Un doute qui fait fleurir le monde, qui produit du nouveau. Et puis il y a un troisième ingrédient, fondamental, celui-là. La philosophie, c'est pas simplement se connaître soi-même et s'autocritiquer, c'est pas simplement inventer des idées nouvelles, proposer des idées nouvelles, c'est aussi pouvoir le dire. Et on sous-estime la puissance narrative de la philosophie, qui pour moi en tout cas est beaucoup plus excitante que n'importe quel roman et n'importe quel film d'action. Le philosophe doit raconter, et la raconter un peu parfois, mais raconter l'histoire. Raconter sa découverte, expliquer aux autres pour se faire comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre égoïstement le monde, il s'agit de faire part au monde de nos compréhensions. Un mythe fondateur que vous avez tous vu peut-être en terminale, dans la République, le livre 7 de Platon, République, livre 7, il y a le mythe de la caverne. Je vous fais un résumé parce qu'on oublie un truc important dans ce mythe, et c'est sur ça qu'on va justement travailler sur le management complice. On oublie dans ce mythe, vous connaissez, des esclaves enchaînés, c'est Matrix. Des esclaves enchaînés depuis l'enfance ne font face qu'à un mur sur lequel est projeté, comme au cinéma, des ombres, les ombres d'objets réels. Et ils prennent, puisqu'ils ne connaissent rien d'autre comme paysage, ils prennent ces reflets de choses réelles pour la réalité. Et ils s'entraînent à essayer de deviner quel sera le prochain objet. Ils font ça toute la journée, ça les occupe, et ils sont totalement enchaînés, mais ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Ils s'imaginent libres de voir la vérité, alors que c'est une illusion de vérité. Puis un jour, l'un d'eux arrive à se délivrer, à sortir de la caverne, et à contempler la source même des objets, les objets, le monde réel. Mais ce qu'on oublie dans ce mythe, c'est la plus grande partie du travail. C'est que celui qui s'est libéré et qui a contemplé la vérité doit redescendre dans la caverne. C'est pas youpi tralala, je fais la fête, il est tout seul en plus, c'est pas tellement amusant. Donc il doit redescendre vers ses semblables, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans l'illusion, et il doit les convaincre, convaincre une équipe, motiver une équipe, enchaînée depuis la naissance. Et il doit trouver des instruments de rhétorique, des instruments de conviction, au péril de sa vie. Et pour Socrate, c'est réel, il y a laissé sa vie. Au péril de sa vie, il doit les convaincre que ce qu'il voit depuis l'enfance n'est pas le réel, mais que le réel, il va peut-être leur montrer, le pointer du doigt, et il faudra changer d'angle de vue, changer de perspective et faire un acte d'autocritique. Cette redescente dans la caverne, la faites-vous, vous. Quand vous comprenez des choses, comment les partagez-vous? Et comment vous arrivez à mettre ça en discours, en narration, pour donner envie à vos collaborateurs de redescendre dans la caverne ou de sortir de la caverne? De redescendre pour aider d'autres collaborateurs dans une chaîne virtueuse et de sortir de la caverne en disant « Tu as raison, j'ai pris conscience par le dialogue qu'on a eu, j'ai pris conscience de certaines erreurs de fonctionnement, de certains préjugés, qui peuvent toucher jusqu'à la complexion émotionnelle intime. » Et donc le philosophe, c'est celui qui va arriver à convaincre l'autre. Parce qu'il dit la vérité et il doit bien la dire. Il dit pas la vérité, il dit sa recherche de vérité, mais peut-être que ça fera écho avec celle de l'autre. Et c'est ça, être philosophe. S'auto-critiquer, fulgurance du doute, créer du nouveau, avoir des idées nouvelles, imagination, création, vision, mais aussi capacité à emporter l'autre dans une narration, dans un discours, à le convaincre, à l'enthousiasmer. Ce dernier point, c'est ce qui fonde la complicité. Vous pouvez très bien vous autocritiquer, critiquer l'autre,
Et vous pouvez très bien inventer du nouveau et ne pas être complice du tout. L'idée nouvelle, elle n'est pas comme ça. L'idée nouvelle naît dans un climat de complicité. Aucune idée nouvelle ne fleurit s'il n'y a pas un climat d'amitié. Toutes les grandes idées, c'est des histoires d'amitié, amitié pour amour pour la science qu'on investit, amitié avec les gens avec qui j'échange. Les grands romans de la littérature, c'est des amis qui discutent d'un roman. C'est jamais l'auteur tout seul inspiré avec sa plume et son papier. Toujours des discussions. Flaubert avait son meilleur ami, Louis Bouilhet, et c'est lui qui lui a donné l'idée d'Emma Bovary. Tous les grands écrivains ont eu des amis. Ils mangeaient avec d'autres écrivains. La complicité, c'est ce qui permet la fertilité du monde et la fertilité humaine. Comprenez que pour accéder à l'excellence, il faut lâcher la complicité. Il faut être dans des relations où l'émotion a sa partie à jouer et où la passion peut piloter pourvu que le charme, c'est-à-dire la vie, l'emporte. Je vous remercie.